Merci Jean-Paul. Merci Isabelle. Chers amis, eh bien, il y a presque 100 ans, il y a 110 ans, pardon, puisque c'était le 20 avril de 1916, les soldats russes débarquaient à Marseille. Marseille, cette fameuse porte de l'Orient, qui avait vu déjà défiler tant de soldats venus d'horizons différents, et notamment des tirailleurs sénégalais, des troupes anglaises, bien sûr, des troupes indiennes, car on n'avait pas eu l'habitude de voir des soldats indiens sur la Canebière. D'ailleurs, ça a été un moment particulier, puisqu'ils ont tellement été applaudis qu'ils ont posé leurs fusils sur le sol pour applaudir la foule qui les applaudissait. Ils n'avaient pas l'habitude d'être traités comme ça, si vous voulez, par les Anglais. Et puis, bien sûr, des ouvriers kabyles, des tirailleurs algériens, vietnamites, etc., etc. Mais voilà les Russes qui arrivent. Et c'est le 15 avril, puisque à partir du moment où ils passent le canal de Suez, la rumeur commence à se répandre, il y a quelques coups de téléphone. Le 15 avril, les soldats russes sont en route, ils vont arriver à Marseille. Et les Marseillais sont assez dubitatifs, parce qu'en fait, des histoires de débarquement de soldats russes, il y en a déjà eu depuis 1914. En fait, dès août 1914, au moment où il y a l'invasion du pays, il y a tout un tas de rumeurs qui se développent. Vous savez, vous avez toute la retraite et vous avez l'impression que 1870 se rejoue. Et donc vous vous accrochez à tout un tas de bobards, de rumeurs. Même Marc Bloch, on va panthéoniser bientôt, raconte dans son journal qu'il a cru à un certain nombre de rumeurs, comme quoi Berlin allait tomber par les Cosaques, etc. Et la rumeur du débarquement de soldats. On aurait vu 60 000 soldats russes en Angleterre, 60 000 soldats russes auraient débarqué au Havre. Et tout cela allait changer les choses en 2014. On voit bien qu'au moment de la défaite, on se raccroche à quelques rumeurs comme ça qui nous disent que finalement on va renverser le cours de la guerre. Et puis c'est toujours le thème, vous voyez, la Russie immense réservoir, et puis rouleau compresseur. Alors il y avait quand même quelque chose de vrai dans ces histoires, c'est que Théophile Delcassé, qui était le ministre des Affaires étrangères, avait, le 30 août 1914, alors ça va très mal à ce moment-là, on est quelques jours avant la Marne, les Allemands sont à Amiens, eh bien, il avait demandé officiellement à ce que les soldats russes soient transférés sur le front occidental, mais évidemment c'était trop tard, et les Russes avaient d'autres chats à fouetter. Mais voilà, nous sommes en 1916, et voilà que des navires sont en train de voguer vers Marseille, le Ladouche-Tréville, l'Himalaya, le Sontel, le Tambov, le Yaroslav, avec presque 10 000 soldats à bord, après avoir fait un long voyage. Alors, que viennent donc faire les Russes en France? Que viennent-ils donc faire ici sur la Canebière? Eh bien, cette idée, elle vient, donc vous voyez, elle était déjà dans les têtes dès août 14, l'idée que la Russie est inépuisable, parce que la France a des limites. La France est un pays de 39 millions d'habitants et qui combat un ennemi qui est supérieur en matériel et en nombre, 65 millions d'Allemands. Donc c'est se dire, ah oui, mais nous sommes alliés avec un allié de repère, la Russie, qui a plus de 115 millions, 120 millions, c'est pas exactement, il y a des recensements, mais enfin, ces chiffres ne sont pas tout à fait sûrs. Donc ça paraît complètement inépuisable. Et puis la France est une nation industrielle qui produit des canons, qui produit des fusils, alors que là aussi, il n'y a pas. On est obligé de mobiliser en France, vous voyez, 39 millions face à 65 millions d'Allemands, on est obligé de mobiliser jusqu'à 48 ans. On creuse on gratte les fonds de tiroir. Et il y a des commissions de réforme, même des gars qui n'avaient pas fait leur service, parce que pour les yeux, les pieds, les machins, etc. Alors, on prend tout, les petits, les gros, les malins, vite, il nous faut des soldats. Et alors que côté russe, on ne peut mobiliser qu'un tiers des hommes, parce qu'on n'a pas les moyens de faire plus. Il y a notamment il n'y a pas un fusil pour 3 hommes. Donc, pas un fusil pour 3 hommes, qu'est-ce qu'on fait? Ils s'entraînent avec des gourdins. Ils montent au front avec des morceaux de bois. Ça doit être très plaisant d'aller au front face aux Allemands avec un morceau de bois dans les mains. Et donc on leur dit, si un soldat qui a un fusil tombe, vous ramassez le fusil. Voilà. Il faut partir à l'assaut comme ça. Donc, d'un côté, un pays qui manque de matériel, mais qui a des hommes. De l'autre côté, un pays qui n'a pas
pas assez d'hommes, mais qu'il y a du matériel. Donc il y a déjà cette idée, tiens, et si on faisait un petit échange, cette idée elle est clairement dite à la Commission des Affaires étrangères en décembre 1915, à l'automne 1915, pardon, et si on procédait à un échange, on vous donne des fusils, on vous donne des canons, des obus, mais si vous pouviez nous donner des hommes. Et là, il y a des chiffres absolument fous. On envisage 1 million d'hommes, 1 200 000 soldats russes. Mais envoyez-nous tous vos paysans que vous ne pouvez pas armer. Ça nous fera 1 million de soldats en plus, on va les armer là. Là, cette fois-ci, on va enfoncer les Allemands, parce que ça se passe mal en 1915 sur le front. Déjà, la victoire, enfin je veux dire, la guerre devait être courte, et puis finalement, elle a failli être courte d'ailleurs. Hein, les Allemands ont failli prendre Paris, il y a eu la bataille de la Marne, ce fameux miracle de la Marne, qui a tout retourné la situation, et puis ensuite, chacun a essayé de se dépasser en remontant vers le nord, et puis quand on a atteint la mer du Nord, le front s'est figé, donc aux alentours d'octobre-novembre. Et là, il y a un front de 700 km, et le front, voilà, comment percer le front? Et en 1915, Joffre lance tout un tas d'offensives en Artois, en Champagne, et en Champagne, avec des fronts limités, on multiplie les expériences. Par exemple, on va bombarder, le problème c'est les barbelés aussi devant. Alors on va bombarder très longtemps pour briser les réseaux de fil de fer barbelés, mais si on bombarde très longtemps, l'ennemi sait où on va attaquer. Alors, c'est un échec, hein, les hommes partent et l'ennemi a apporté des renforts. Bon. Alors, il ne faut pas bombarder longtemps, comme ça l'ennemi n'a pas le temps d'apporter des renforts. Oui, mais si on ne bombarde pas longtemps, les réseaux de fil de fer ne sont pas détruits totalement. Et donc, on aboutit à l'échec. Est-ce qu'il faut attaquer sur un front, sur combien de kilomètres? Un petit front très court, un front plus large de 10 km? Est-ce qu'on fait des tenailles? On attaque en Artois et en Champagne en même temps, ce qui fait que l'ennemi ne peut pas faire circuler ses renforts, etc. L'année 1915 passe ainsi avec des expériences qui coûtent 320 000 morts. 320 000 morts pour rien. 5 km de terrain en Artois, 12 km en Champagne, 320 000 soldats français sont morts. Ainsi pour rien. 360 000 sont morts en 1914. Vous imaginez? Et là, c'est pour ça qu'on se dit, mais il faut trouver d'autres soldats. Hein. Et donc il y a cette idée de faire venir les Russes. Et puis ça se passe mal en Russie. Ça se passe mal en Russie puisque l'Allemagne ne veut pas se battre sur deux fronts. Elle se dit, si je dois diviser mon armée sur deux fronts, je ne vais jamais réussir à gagner. C'est pour ça que le plan Schlieffen, le plan des Allemands, consistait à d'abord écraser la France rapidement, au mois d'août-septembre 14, et ensuite se reporter sur la Russie qui est plus longue à mobiliser et la vaincre ensuite. Mais ainsi, on ne divise pas ses forces. Sauf qu'il y a eu la bataille de la Marne et le front s'est enquisté. Et ça, ce n'était pas prévu. Alors, 1915, on inverse le plan Schlieffen. Les Allemands décident d'être sur la défensive à l'ouest, face à la France, et de frapper un grand coup en Russie pour l'éliminer de la carte de la guerre. Si on n'arrive pas à la vaincre, en tout cas, on va lui donner un tel coup que ça la sera pour longtemps. Et effectivement, c'est 400 km de prix. Varsovie, qui était dans la Pologne russe, est pris par les Allemands. Voilà, c'est toutes les grandes citadelles aux portes de l'Empire, Litovsk, Kovno, Ivangorod, Vilnius, tout ça tombe aux mains des Allemands. Donc il y a une situation un peu désespérée côté russe, et il commence à y avoir des rumeurs de révolution. On parle déjà de la chute du tsar, et la noblesse ne croit absolument plus à la victoire. En même temps qu'il y a des rumeurs de révolution, il y a aussi des rumeurs de paix séparée. Donc, échanger des soldats, faire venir des soldats, et ça serait aussi une façon de réactiver l'unité des alliés et d'empêcher finalement des discussions et peut-être une paix séparée. Donc il y a, au départ, c'est des questions purement militaires, et puis les questions politiques, diplomatiques viennent se glisser là-dedans. Donc le sénateur Paul Doumer, futur président de la République, qui sera assassiné en 1932, est dépêché en Russie, et donc sa mission aboutit, il arrive à convaincre, mais pas autant qu'il voulait, parce que je vous ai dit, les Français, ils rêvaient de 500 000 hommes, 1 million d'hommes, etc. En fait, on va commencer avec quelques brigades, et puis ça n'ira pas beaucoup plus loin, parce que le tsar est réticent, et surtout les militaires sont réticents d'envoyer des hommes comme ça à l'étranger, en dehors de leur terre. Alors ça commence avec quelques brigades, et notamment cette première brigade qui fait un incroyable voyage à partir de février 1916
février à avril, vous voyez. Hein. D'abord, on les réunit à Moscou, ils doivent traverser la Sibérie, transsibérien. En février, les températures, c'est la Sibérie, hein, donc c'est des températures parfois de moins 40 degrés, et ils ont un poêle dans leur wagon. Alors les portes sont fermées, et il y a un poêle, donc ils n'ont pas de froid, mais ils s'intoxiquent. Ils arrivent sur la côte asiatique, dans les ports coréens, complètement dans un état intoxiqué par l'oxyde de carbone. Ils sont malades, et puis voilà qu'ils prennent le bateau et pour la France, surchargés, entassés dans les cales. Le voyage, c'est pas du tout une croisière, hein, c'est pas sympathique du tout, et là aussi très pénible, hein, ils sont malades bien sûr, mal de mer, et puis maintenant c'est la chaleur dans les cales. Quand vous passez effectivement en Asie du Sud-Est, vous crevez de chaleur dans les cales, après avoir crevé froid en Sibérie. Et il y a déjà les premières mutineries, à cause de la nourriture. On a acheté de la viande qui était avariée, avec des vers, elle sent mauvais, etc. On va la faire manger aux soldats, ils ne sont pas d'accord. Non, c'est les premières rébellions. Hein, et bien voilà, c'est à Singapour, et les officiers, comment ont-ils brisé? Vous savez qu'il y a des châtiments corporels hein, dans l'armée russe, ça ne faut pas plaisanter. Eh bien, on va prendre 10 hommes, et on va dire voilà, on les fusille si vous ne mangez pas. Eh bien, évidemment, les soldats ont mangé pour que leurs camarades soient pas fusillés. Tout le monde mange. Alors, après Singapour, c'est Colombo, Djibouti, Suez, et puis, voilà que les bateaux arrivent à Marseille. Et là, c'est la surprise. Pour la presse française, ça avait été le silence. On n'en parlait pas dans la presse. Tout ça, c'était dans la diplomatie, c'était secret. Donc les Russes arrivent à Marseille, défilent à Marseille. Alors comment comprendre cela? Ça a été un énorme enthousiasme, mais toute la presse en parle. Et ils disent oh, vive nos grands alliés, mais en fait, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que ça dit? Alors il y a tous ceux qui disent ça raffermit notre alliance indéfectible, etc. On va broder bien sûr sur ce thème, mais il n'empêche quand même ça pose des questions. Alors vous avez aussi ceux qui critiquent. Alors, on n'est pas très critique pendant la guerre, évidemment, il y a la censure, l'autocensure, il faut toujours dire qu'on va gagner, bien sûr, bien sûr. Mais vous avez par exemple la royaliste Action française qui dit voilà, c'est une preuve de faiblesse, on a besoin de renforts. Alors cette faiblesse, c'est pas celle de l'armée française, c'est celle de la République, bien sûr. Alors, si la France était une monarchie, ça irait beaucoup mieux. Je vous cite l'Action française de Charles Maurras. Paris, qui tint tête à l'Europe quand il bénéficiait des 1000 années de l'organisation capétienne, est réduit à se couvrir d'armées anglaises et d'armées russes pour avoir subi 127 ans les différents microbes de la démocratie, de la Révolution et de la République. 127 ans, ça remonte 14 juillet 1789 à 15h. C'est là que commence le déclin. Il y en a encore qui tiennent ce genre de discours à la télévision. Son nom commence par un Z. Alors, et puis vous en avez d'autres aussi, inversement, qui voient le signe d'une future démocratisation de la Russie. Ils disent comment ces hommes fouleraient-ils le sol de la France, terre de la liberté? Donc ça c'est dans la victoire, le journal de la victoire. Comment ces hommes fouleraient-ils le sol de la France, terre de la liberté, sans devenir des citoyens libres? Hein, ça c'est un vieux truc, c'est la terre de France qu'on lit. Il ne peut pas y avoir d'esclaves en France, très très vieux, mais bon. Comment leur gouvernement oserait-il confier à la France ses enfants s'il n'était décidé à introduire dans la Sainte Russie l'évangile des droits de l'homme et du citoyen? Donc, oui, c'est porteur c'est annonciateur d'une démocratisation et d'une révolution, d'une certaine façon, en Russie. On n'imagine pas que le pays de la révolution, comme la gauche pensait que la gauche pensait être la France, que le pays de la révolution bientôt sera effectivement sera la Russie. Alors il est 13h30, ce 20 avril 1916, et les navires sont signalés au large. Ils arrivent. Une forme apparaît au loin, puis c'est la corne de brume du Latouche-Tréville qui retentit. Les Russes arrivent, 14h, le premier bâtiment entre dans le bassin et accoste au môle D du côté du cap Pinède, c'est entre le Vieux-Port et les Stacks. Alors les officiels sont là sur le quai, mais on n'a pas communiqué, par peur des sous-marins allemands. On n'a pas dit demain, venez à 14h, applaudir. Non, c'est toujours secret, silence sur les déplacements des soldats. Donc c'est un peu la surprise, et il y a des Marseillais qui viennent, mais c'est un peu évidemment, il n'y a pas grand monde, puisque c'était pas quelque chose d'annoncé.
Donc ils sont alignés sur les bateaux et la musique joue l'hymne russe, joue la Marseillaise évidemment, et ils commencent à débarquer, Hourra, Hourra, etc. Et ils commencent à débarquer à 15h, salués par les hussards, sabre au clair, et par des régiments territoriaux. Les territoriaux, c'est les soldats les plus âgés et qui présentent les armes, garde à vous devant ces soldats, dont on a tenu l'arrivée discrète. Alors, bravo, viva, acclamation, et notamment pour un enfant de troupe, dont vous voyez la photo dans l'exposition qui est dehors, on ne sait pas trop s'il a 12 ans, 14 ans sur la presse. Voilà, et surtout, ce qui surprend, c'est la beauté de ces soldats. Ils sont grands, ils sont beaux. Alors, c'est vrai que les Français sont pas, on dit une petite race. À l'époque, encore, le mot race est très employé. Hein. Mais là, les soldats russes, c'est incroyable, beau, géant, hein, dit Leclerc, trop d'élite, dit le petit provençal. Alors, il faut savoir que, comme on ne mobilise pas tout le monde, on a pu les sélectionner. Et effectivement, comme ce sont un peu des représentants de la Russie, on a pris des grands, des costauds. Ça sera même la même chose pour les Américains. En 1917, il y avait 21 millions de mobilisés. Sur les 21 millions, ils en ont envoyé 2 millions en France entre 17 et 18. Ils ont choisi que des grands, des costauds, etc. Ce qui fait que les Français sont admiratifs devant ces gaillards. Hein, ils sont quand même choisis. Et donc, ils sont conduits au camp Mirabeau. Hein, et là, ils sont. Les Marseillais viennent les voir le soir, ils prennent le tramway. C'est vraiment des soldats exotiques, comme ils l'ont fait d'ailleurs avec des soldats indiens. Il faut que j'avance un peu vite, sinon je suis un peu en retard. Mais le soir, les officiers plantent leurs hommes, et vont sabrer le champagne dans les grands hôtels de Marseille. Alors là, c'est des toasts à n'en plus finir sur la fraternité d'armes entre la France, la Russie, un toast, etc. Et leurs hommes, pendant ce temps-là, ils ne mangent pas. Alors que eux, c'est toast, etc. Et leurs hommes ne mangent pas parce que, comme c'était tellement secret qu'en fait, rien n'est prévu. Voilà, bienvenue en France. C'est toujours un petit peu l'improvisation, la préparation qui est reine. Et donc, il y a une cuisine roulante pour 10 000 hommes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, la majorité n'ont pas à manger, ils se taperont sur le ventre. Hein, voilà. Alors, il n'était pas prévu qu'ils défilent dans Marseille. Et ils devaient prendre le train le lendemain pour le camp de Mali, pour s'entraîner, etc. Et simplement, les Marseillais ont tenu. C'était, non, les soldats russes sont là, on veut absolument un défilé, etc. Donc, ils vont défiler le 21 avril, après un petit office religieux, avec pop, etc. Ils se mettent donc en route du camp de Mirabeau, qui est quand même vers l'Estac, hein, c'est quand même pas à côté, en rangée par 8. Et quand ils entrent dans la cité phocéenne, ils arrivent par la porte d'Aix. On les entend arriver, d'abord les bruits de bottes, bien sûr, mais surtout les hurrahs et les acclamations des Marseillais. Et les Marseillais savent, à partir de 8h, ils savent qu'ils vont entrer dans la ville. Donc ils sont là, sur les trottoirs, sur les cafés, aux fenêtres. Ils sont là depuis 8h du matin, alors qu'en fait, les hommes vont arriver plutôt vers 9h30, ils vont défiler vers 9h30, 10h. Et donc on les attend, et c'est du délire. Les fenêtres sont pavoisées aux couleurs françaises, aux couleurs russes. Bien évidemment, d'ailleurs c'est à peu près les mêmes couleurs, mais pas tout à fait dans le même sens. Et ils sont décorés de fleurs, hein, ils passent par le cours Belzins, ils traversent la porte d'Aix, juste à côté de l'hôtel où vous êtes, l'association La Poutine 17, et ils traversent le cours Belzins, le cours Saint-Louis. Alors là, c'était le cours aux fleurs, donc on leur donne des fleurs au fusil, etc. Des brins de muguet pour le pop, etc. Et ils sont applaudis, vraiment des acclamations à n'en plus finir. Ils continuent sur la rue de Rome, hein, je dis ça pour ceux qui connaissent bien Marseille, ils passent devant la préfecture, là c'est toutes les villes, le général qui commande la 15e région, le préfet, le maire Roger Pierre, le préfet Schrammeck, etc. L'orchestre est là pour jouer régiment de Sambre-et-Meuse, bon, voilà, un peu d'exotisme pour les Russes. Vive la Russie, vive la France, tous les officiers sont là. Hein, un Russe crie « Ah bah les Boches !» Un officier russe, dans un français parfait. Hein. Oh là là, il est applaudi, oh, bravo. Et ensuite, devant la préfecture, ils reprennent la rue Saint-Féréol. Il y a tellement de drapeaux en haut de la rue Saint-Féréol sur les étages qu'il paraît que ça crée une voûte comme une voûte, tellement il y a de drapeaux. Et puis, la rue Saint-Féréol débouche sur la Canebière, comme vous le savez. Il tourne à gauche pour arriver sur le Vieux-Port et des Neiges, puis
à droite, ils prennent la rue de la République pour retourner au camp de Mirabeau. Donc ça a été un défilé quand même absolument exceptionnel. Tout le monde ne l'a pas fait, ce défilé, puisque les hommes ils vont se taper effectivement des kilomètres du camp de Mirabeau jusqu'à Marseille, puis le retour au camp de Mirabeau. Mais les officiers supérieurs, eux, à la préfecture, sont montés dans une voiture. Ça leur venait mieux. Donc c'était là, à 100 mètres d'ici, 100 mètres là, le Belzin, c'est plus là, juste derrière, sur la rue de la République. Voilà, c'est partout la foule, partout plus de fleurs, partout la joie, l'enthousiasme, vive la Russie, vive la France. Le 21 avril est un jour de communion. Les ennuis ne viendront que plus tard. Hein, bientôt les héros ne seront plus des héros et les héros deviendront des mutins. Et ils seront effacés de notre mémoire nationale. Même pas complètement. Une petite association travaille et milite depuis des années pour faire revenir ces soldats dans notre mémoire. Mais tout cela, la suite, après l'arrivée à Marseille, la suite, tout cela, c'est une autre histoire que vous allez découvrir avec le film 20 000 bougies sans importance. Merci beaucoup.